Quelles vont être les conséquences de ces élections en France et en Europe? En France, on constate d'abord que le duel entre le Rassemblement national et le camp d'Emmanuel Macron, La République en marche, continue. On assiste aussi beaucoup à l'effondrement de la droite, du parti Les Républicains, qui visiblement a souffert d'un vote utile, c'est-à-dire qu'une partie de ses électeurs, certains peut-être ne sont pas allés voter, mais d'autres ont voté en faveur du Rassemblement national parce que le sujet principal pour eux, c'était notamment l'immigration, et puis d'autres sont allés voter plutôt en faveur de La République en marche parce qu'il y avait une dimension pro-européenne ou parce qu'il y a une certaine hostilité à Marine Le Pen. Et puis l'autre facteur évidemment très important, c'est le surgissement des Verts, avec un vote sans doute générationnel qu'il faudra creuser dans les prochains jours, mais on a bien senti que les jeunes se sentaient extrêmement concernés par la dimension du climat, du changement climatique, et donc ont soutenu notamment le Parti des Verts. Ce qui est intéressant, c'est que ce vote français, finalement, est assez emblématique de ce qui se passe au niveau européen. C'est-à-dire qu'au Parlement européen, si on agrège tous les résultats dans les 28 pays, on constate là aussi un affaissement de la droite traditionnelle, le Parti populaire européen, et un affaissement aussi des sociodémocrates. Chacun perd à peu près entre 30 et 40 sièges. Et en revanche, on assiste donc à la poussée de trois autres mouvements. D'une part, les souverainistes et les eurosceptiques qui continuent à progresser. D'autre part, les libéraux et centristes, boostés en quelque sorte par La République en marche, qui vont avoir sans doute une centaine de sièges au Parlement européen. Et également le vote écologiste, qui a été très puissant en Allemagne, puisque les Verts sont devenus le deuxième parti en Allemagne avec plus de 20% des voix, mais qu'on a retrouvé aussi en France et qu'on voit de façon significative aussi, même si c'est à chaque fois des petits nombres de députés, dans un grand nombre de pays, notamment au nord. Et donc on voit bien que cette recomposition politique au Parlement européen se poursuit avec ce qu'on aurait appelé les partis de centre-droit et de centre-gauche classiques qui reculent, et d'autres mouvements qui surgissent et qui prennent différemment les enjeux politiques. Alors à quelles alliances est-ce que cela peut conduire? Finalement, on voit que le grand clivage aujourd'hui, il est entre les partis qui sont en faveur d'une progression de l'Union européenne, d'un progrès vers un processus d'intégration, avec des programmes différents. Le programme des écologistes n'est pas le même que celui des conservateurs pro-européens, mais néanmoins, chacun a une volonté de poursuivre l'intégration européenne. Et puis en face, finalement, il y a ceux qui sont au contraire pour une régression de l'Union européenne, donc qui sont pour une Europe des nations, qui veulent d'abord mettre les nations au cœur de la scène, et s'il reste un peu d'Union européenne, on fera avec, mais ce n'est pas ça l'essentiel. Et donc, quelle reconfiguration? Est-ce que les partis eurosceptiques vont arriver à faire un grand groupe? Ça leur permettrait d'être presque le premier ou le second parti européen. Ils auraient plus de 170 sièges. Mais c'est peu probable parce qu'il y a des fortes divisions internes et donc l'un des grands enjeux pour eux dans les prochains jours va être de négocier, mais il faudra qu'ils arrivent à trouver des accords sur des sujets extrêmement clivants. Par exemple, la relation avec la Russie. Certains sont presque des alliés de la Russie parmi ces partis souverainistes, d'autres au contraire sont farouchement anti-russes. De l'autre côté, donc du côté des partis et des mouvements qui sont pour une progression de l'Union européenne, eh bien ça va être des négociations extrêmement compliquées, puisque le premier parti, le parti qui arrive en tête, et qui est donc le parti de centre-droit, le Parti populaire européen, en même temps recule. Il est en tête, mais il recule. Le deuxième parti connaît le même mouvement. Il est deuxième, mais il recule, les sociodémocrates. Et le troisième parti, donc le parti des libéraux et centristes, qui est vraiment la force montante, va revendiquer en quelque sorte une sorte de leadership en disant « nous, on est poussé, on est sur un mouvement de croissance et c'est à nous d'être un petit peu au centre du dispositif, de cette alliance qui va être constituée entre 3 ou 4 partis. » Donc soit une alliance qui rassemble le Parti populaire européen, le centre-droit, les sociodémocrates et les libéraux centristes de Emmanuel Macron, peut-être en agrégeant aussi les Verts, soit une formation qui exclurait l'un de ces partis, mais on peut penser que l'idée majoritaire sera d'avoir un bloc assez solide
pour poursuivre justement la progression de l'Union européenne. Finalement, l'un des enjeux aussi, ça va se cristalliser cet enjeu aussi autour de 3 noms, de 3 candidats pour le poste de président de la Commission européenne. On les entend déjà parler aujourd'hui. Il y a donc Manfred Weber, qui est allemand et qui est le candidat du parti de centre-droit, le Parti populaire européen. Il y a Frans Timmermans, qui est socialiste, néerlandais, des Pays-Bas, et qui a fait un bon score dans son parti et qui était le numéro 2 de la Commission européenne pendant les 5 dernières années. Il était en quelque sorte le bras droit de Jean-Claude Juncker, donc quelqu'un avec une grosse expérience. Et puis il y a Margrethe Vestager, qui est danoise, qui est une femme, qui est libérale, mais un libéralisme assez tempéré, et qui est soutenue notamment en sous-main, vraisemblablement, par La République En Marche. Et donc ces 3 candidats se sont déjà déclarés. Ils vont chacun aujourd'hui essayer de bâtir autour d'eux des coalitions qui leur permettront en septembre d'être désignés président de la Commission. S'ils n'y arrivent pas, parce que les équilibres finalement, il n'y a aucun parti qui s'impose vraiment, s'ils n'y arrivent pas, il pourrait y avoir un 4e nom qui sort du chapeau, et peut-être celui de Michel Barnier, qui est donc français et qui est celui qui a mené les négociations avec la Grande-Bretagne.